Bonsoir. Au sommaire de ce JT, 19 ans de prison contre le restaurateur incendiaire. Il est condamné pour avoir causé la mort de 2 personnes à Amplepuis. Crash du Rio-Paris, 104 corps viennent d'être rapatriés en France. Réaction dans ce journal de l'un des avocats des familles des victimes. Et puis gros plan sur le don du sang. 2 jours après la journée mondiale des donneurs, nous avons suivi le parcours d'une poche de sang. 300 000 €, c'est le montant du braquage réalisé mardi au casino Le Pharaon. Un homme portant la tenue d'un convoyeur de fonds a réussi à dérober la recette de l'établissement. Un vol qui s'est déroulé sans armes ni violence, rappelant étrangement l'affaire Musulin. La brigade criminelle et de répression du banditisme chargée de l'enquête penche pour la thèse d'un faux convoyeur. Il est ce soir toujours recherché. Une femme de 37 ans est décédée ce matin à Saint-Priest dans l'incendie de son appartement. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu s'est déclaré vers 11h30. Malgré leur intervention rapide, les secours n'ont rien pu faire. Le fils de la victime, également présent dans le logement, a lui réussi à échapper aux flammes. L'origine du sinistre serait accidentelle. Durant le procès, il n'aura pas eu de cesse de s'excuser pour son geste, un geste qualifié de criminel par l'avocate générale. Nicolas Thivel comparaissait depuis mardi pour avoir incendié volontairement son restaurant, causant du même coup la mort de 2 personnes. 18 à 20 ans de prison ont été requis à son encontre, compte rendu d'audience de Benoît d'Autriche. Le réquisitoire est donc tombé de 18 à 20 ans de prison pour Nicolas Thivel. Toute la semaine, ce restaurateur accusé d'avoir mis le feu à son restaurant provoquant la mort d'une mère et de sa fille qui habitaient juste au-dessus a reconnu tous les faits. Il a expliqué qu'il voulait simplement toucher l'argent de l'assurance parce que son commerce ne marchait pas. Une thèse contestée pendant toute l'audience par les avocats de la partie civile. Je crois que les débats ont montré que c'était un jeune garçon qui voulait frimer et qui aurait pu, en travaillant simplement un peu plus, en ouvrant plus tôt, en sortant moins, avoir une activité qui aurait été prospère. Si ce motif qui l'a poussé à commettre cette infraction est futile, ça rend le crime encore plus inexcusable. Mais la défense présente une autre facette de la personnalité du restaurateur. Un jeune homme immature qui ne voulait surtout pas avouer à sa famille que son restaurant était au bord de la faillite. Pour son avocat, c'est clair, le réquisitoire est excessif et ne tient pas compte de l'avis des nombreux psychologues qui ont défilé à la barre et affirmé que le jeune homme était aujourd'hui rongé par la culpabilité. C'est quand même un fait rarissime qu'une personne ne vienne parler des expertises psychiatriques psychologiques qui sont obligatoires en matière criminelle. Je pense qu'en intégrant sa démarche, sa reconnaissance et puis sa personnalité tout simplement, on ne peut pas situer sur ce type de peine. Alors le restaurateur était-il égoïste et flambeur comme l'ont dépeint les avocats de la partie civile ou plutôt immature et terrorisé par l'échec selon la thèse de la défense? C'est à cette question que devront répondre les jurés. Le verdict est attendu dans la soirée. Sachez justement que le verdict vient de tomber il y a quelques minutes. Nicolas Thivel a ce soir été condamné à 19 ans de prison ferme. Le 5e et dernier auteur présumé du braquage de Global Cash vient d'être arrêté. Il a été interpellé hier à Barcelone par des policiers lyonnais et espagnols. Il est soupçonné d'avoir participé à ce violent vol à main armée en septembre dernier, rue de la République. Déjà connu des services de police, il pourrait même avoir participé à d'autres attaques de bijouterie. Il devrait être présenté prochainement à un juge espagnol. Nuit blanche, gros stress, pas de doute, le bac a bel et bien commencé. 30 000 candidats sont inscrits cette année dans le Rhône. Au programme de ce matin, la très redoutée épreuve de philo. L'art est-il moins nécessaire que la science? Est-ce la loi qui définit ce qui est juste? Voilà quelques-uns des sujets proposés ce matin. Les lycéens, eux, étaient plus ou moins inspirés. C'était dur, c'était pas facile. Je pensais que ça serait plus, par exemple, sur la technique ou le travail, des questions vraiment concrètes quoi, sur un chapitre. Et là, c'est vraiment, ça touche à tout, quoi. C'était sur la conscience, c'était sur la connaissance de soi. Ouais, sur ça, j'étais à fond. Je suis bien contente d'ailleurs que c'est ça qui s'est sorti. J'ai fait 7 pages, c'est plutôt pas trop mal, mais bon, on verra bien. Moi, franchement, je préfère pas me prononcer parce qu'en général, quand on se prononce, c'est toujours l'inverse. Ils sont arrivés ce matin au port de Bayonne. 104 corps des victimes du crash Rio-Paris seront dès demain confiés à l'Institut médico-légal de Paris pour un travail d'identification. Une opération particulièrement douloureuse pour les familles des victimes. Rencontre avec l'un de leurs avocats, Maître Jakubowicz. Entretien réalisé par Brice Jaurès.
Ces corps qui ont été extraits du fond de l'océan vont maintenant rejoindre l'Institut médico-légal, où ils vont être évidemment examinés, où on va avoir des éléments comparatifs, notamment les recherches d'ADN, pour identifier les corps, pour pouvoir mettre un nom sur chaque corps, et évidemment pouvoir être restitués aux familles pour que ces corps puissent enfin avoir des sépultures. Il y a des personnes qui considèrent qu'à la façon des marins qui sont morts en mer, eh bien, il fallait laisser ces corps au fond de l'océan. Et puis d'autres qui disent mais il n'y a pas de deuil possible s'il n'y a pas une sépulture, si on ne peut pas aller se recueillir dans un cimetière comme tout le monde. La justice a tranché et elle a tranché de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il n'était pas digne de laisser au fond de l'océan des corps qui pouvaient être éventuellement identifiés. On sait qu'un certain nombre de corps ont été laissés au fond de l'océan parce qu'il n'était pas possible de les remonter. Aujourd'hui, ces boîtes noires ont, comme on le sait, été extraits. Elles ont été traitées, tous les éléments qu'elles recélaient sont actuellement analysés. Ce sont les experts qui actuellement ont les informations, ainsi que les gendarmes. Même la juge d'instruction avec laquelle je me suis entretenu hier ne dispose pas pour l'instant des éléments. Il va y avoir un rapport d'étape des experts qui est prévu pour fin septembre, et puis ensuite un rapport définitif qui ne sera pas déposé avant le début de l'année 2012. 2 jours après Eva Joly, c'est au tour de Nicolas Hulot de se déplacer à Lyon. L'ancien animateur télé participera ce soir à une réunion publique sur la jeunesse en compagnie de Philippe Mérieux. Une réunion qui se déroulera à la salle des associations du 3e. Candidat aux primaires écologistes, Nicolas Hulot vient surtout faire campagne. Le vote pour désigner le représentant des Verts à la présidentielle est en effet ouvert depuis hier sur Internet. Le don du sang, un geste accompli seulement par 4% de la population, et ce alors même que les besoins sont de plus en plus nombreux. Il y a 2 jours, une grande collecte était organisée un peu partout en France, l'occasion de réapprovisionner les stocks. Mais en fait, que devient votre sang une fois prélevé? La rédaction a décidé de suivre le parcours d'une poche du donneur au receveur. C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Émilie Deschamps. Jusqu'à la transfusion, le parcours d'une poche de sang est jalonné de nombreuses étapes. À Bénaud, l'établissement français du sang réceptionne en moyenne 500 poches par jour, issues des prélèvements effectués dans le Rhône, l'Ain et la Haute-Savoie. À la réception, les poches de sang total sont enregistrées, puis déleucocitées, centrifugées et séparées pour obtenir un concentré de globules rouges, un plasma et un concentré leucoplaquettaire. Le sang est donc débarrassé des globules blancs pour limiter le risque viral. La traçabilité des poches, un élément impératif dans ce parcours. Dans un même temps, les échantillons de sang sont analysés en laboratoire. Les différents produits sanguins vont être stockés jusqu'à obtention des résultats de qualification biologique des dons. Les produits seront ensuite étiquetés et pourront être mis à disposition des sites de distribution. Acheminées dans les centres hospitaliers par camions spéciaux, les poches de globules rouges ont une durée de vie de 42 jours, les plaquettes seulement 5. À Édouard Herriot, où 10 000 transfusions sont réalisées chaque année, aucune pénurie n'a jusqu'à maintenant été à déplorer, mais la demande est en constante hausse. Il faut continuer à motiver les donneurs de sang et les donneurs de plaquettes, puisque là, on a une activité de greffe de cellules souches hématopoïétiques qui est en train d'exploser en France et dans le monde. Et la solidarité reste encore pour de nombreux malades leur unique chance de survie. Le don de sang, un acte civique qui sauve des vies. C'est sauver des vies parce que là, une moelle osseuse est malade, qu'une moelle osseuse va être remplacée lors d'une greffe de moelle osseuse et que pendant cette période-là, les patients dépendent entièrement des autres. La journée mondiale du don mardi a permis de récolter 850 poches de sang total en un jour. Un succès qui couvrira en partie la demande de juillet, un mois où les dons sont moins nombreux. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.